Bonjour à toutes et à tous et encore ravi de vous retrouver si nombreux aujourd'hui, encore une fois pour ce nouvel épisode, ce nouveau webinaire. Je suis Yves Le Grouillet, je suis le directeur marketing de Shy Advise et je suis très heureux de lancer ce webinaire dédié un peu à la thématique du moment dans l'e-commerce, le search. Alors, pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous? Parce que je trouve honnêtement qu'on est un peu dans une situation schizophrène aujourd'hui et j'avais envie d'en débattre. Parce que d'un côté, dans nos vies, autant pro que perso maintenant, on a basculé dans l'ère du conversationnel, donc on utilise un peu quotidiennement ChatGPT, Gemini, Claude, bref, vous choisissez votre modèle préféré. J'ai le mien, mais je le garde pour moi. Mais dans tous les cas, avec l'art du prompting, on a un peu pris ou plutôt repris, l'habitude d'écrire normalement, voire même, moi maintenant je commence à parler à mon IA, ce qui rend complètement fou, ma femme et ma fille, mais bon ça c'est, autre chose. Bref, à mon avis, on a quand même un changement clé dans nos habitudes et aussi dans nos habitudes d'achat. Et finalement, cet exercice un peu mental qu'on a de transformer une question en une série de mots-clés un peu robotiques pour que un moteur de recherche puisse le comprendre, c'est une expérience qui tend à disparaître progressivement. On peut enfin avoir des vraies conversations avec des IA dans le langage qu'on utilise tous les jours. Et je disais schizophrène parce que de l'autre côté, on a toujours nos sites e-commerce qui sont toujours équipés de cette bonne vieille barre de recherche. On continue de demander aux visiteurs de traduire son besoin qui peut être parfois assez complexe. J'imagine, on en reparlera avec Macha chez Jouet Club. Je recherche un cadeau pour mon neveu de 7 ans qui est fan de magie. Et ben, je dois faire l'exercice mental de me dire je tape magie enfant et puis après, de jouer avec la valse, 2 filtres, 2 clics, des onglets ouverts. Bref, vous connaissez l'histoire, on est tous acheteurs en ligne. Résultat, Constructor et Shopify partageaient dans leur rapport annuel sur State of E-commerce on a toujours, comme en 2024, à 68% des acheteurs qui trouvent l'expérience de recherche laborieuse sur un site e-commerce. Et moi, ça m'interroge. Ça m'interroge quand je vois que Google et OpenAI sont pleines balles sur l'intégration d'expériences e-commerce dans ChatGPT ou dans Gemini. Je me suis dit, bon, j'ai le thème de mon prochain webinar, je vais être obligé de poser la question qui fâche. Finalement, si l'IA répond mieux que sur le site de la marque et qu'en plus, demain, je peux même directement acheter dans cette interface, est-ce que le site e-commerce, il a encore une raison d'être? Est-ce qu'on ne vit pas un peu les derniers instants de l'ère du mot-clé qui a été hégémonique sur les 2 dernières décennies? Ou suis-je tout simplement en train de vous parler d'un monde qui n'arrivera jamais, d'un futur apocalyptique qui n'a pas vraiment de sens et qui marche bien sur des slides, mais qui ne marche pas dans la vraie vie. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ça avec vous aujourd'hui. Et pour décrypter tout ça, je me suis entouré de 3 super experts que je remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Avec nous, on a Jérémy Lacoste, qui est le directeur général de Eskimos France. Alors, toi, Jérémy, c'est un peu ton dada du quotidien. On va regarder surtout ce qui se passe côté Google et autres. Et puis, ce fameux acronyme qui fait parfois un peu peur, GEO, certains parlent d'EIO. Bref, on a autant d'acronymes que de thèmes, mais en tout cas, il y a un vrai sujet que vous traitez beaucoup chez Eskimo, j'imagine, aujourd'hui. Tu veux peut-être nous dire 2 mots sur l'agence que vous faites concrètement au quotidien aujourd'hui? Avec plaisir, bonjour à tous, merci Yves pour ton invitation et je suis ravi d'être là. Effectivement, Eskimos, nous, notre rôle, il est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on aide les marques à être visibles et notamment tout en haut de l'ensemble des moteurs de recherche. Historiquement, on travaille principalement sur du Google et Ouais, comme tu l'as dit en préambule, hein, de plus en plus, on va essayer de remonter sur d'autres moteurs de recherche au sens large, c'est-à-dire à la fois les moteurs IA, mais également par exemple les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus des moteurs de recherche, les marketplaces, les plateformes vidéo et finalement tous les forums ou carrefours d'audience sur lesquels il y a un enjeu de visibilité majeur pour les marques. trop bien, trop bien. Merci beaucoup Jérémy. On a aussi la chance d'avoir Guilhem Bodin qui est associé chez Converteo avec nous. Alors Guilhem, toi tu connais un peu les coulisses des grands retailers français notamment. Tu vas pouvoir nous dire s'il faut paniquer ou pas. Tu veux peut-être nous dire d'abord au préambule un peu 2 mots sur Converteo. C'est un acteur qu'on connaît bien dans l'écosystème, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Bonjour à tous, ravi d'être là et merci beaucoup pour l'invitation Yves. Converteo en 2 mots, donc on est un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets de la data, de l'IA et de l'agentique. Et donc on aide les marques à se positionner, à exister dans ce monde, à se transformer finalement face à toute cette révolution technologique qui est en train de repenser totalement l'équation. Et donc on a la chance de pouvoir faire ça avec
avec 2 grandes compétences. On a à la fois toutes les compétences business chez Converteo, et c'est à peu près 200 personnes qui ont ces compétences business pour comprendre toutes les fonctions de l'entreprise, et toutes les compétences technologiques pour aider nos clients justement à mettre le pied à l'étrier, à avancer. Et donc, on a également 200 personnes qui sont dédiées à ces sujets de développement même, qui sont inhérentes souvent à ces thématiques-là, globalement. Trop bien. Et vu le rythme de changement actuel, vous ne devez pas vous ennuyer chez Converteo. Et enfin, on a Macha Ribot avec nous de chez Jouer Club. Alors, je suis hyper content que tu sois là, Macha, parce que je tenais à ce qu'on ait aussi la réalité du terrain. Et je trouve qu'en plus, quand on parle d'expérience de search, de recherche produit, etc., le jouet, c'est un peu le cas d'école parfait d'un achat qui peut être coup de cœur, émotionnel, mais aussi parfois un peu complexe. C'est souvent un cadeau qu'on fait à quelqu'un d'autre et qui n'est pas toujours évident. Bon, à la base, je me suis dit, je ne vais pas présenter Jouer Club, je pense que tout le monde connaît. Puis quand on a parlé en off en début de semaine, je me suis dit, en fait, je ne C'est connais ça. pas si bien que ça Jouer Club et le groupe. Donc voilà, si tu veux nous en dire un petit peu 2 mots sur Jouer Club et puis ce que tu fais aussi chez Jouer Club, toi. Avec grand plaisir. En tout cas, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, on connaît très bien Jouer Club, mais peut-être ce que les gens savent un peu moins, c'est que nous sommes une coopérative. Donc, nos directeurs et directrices de magasins sont les adhérents de cette coopérative. Donc, c'est un groupement de commerçants qui sont indépendants. Et on a eu une belle actualité en 2023 que vous avez sûrement dû voir passer aux informations et dans les journaux, c'est que nous avons racheté la Grande Récré, D'accord. ce qui nous a permis vraiment d'avoir un maillage au niveau national, puisqu'il y avait une vraie synergie, complémentarité entre la Grande Récré et Jouer Club. Et aujourd'hui, on a 430 points de vente sur toute la France. Moi, j'ai rejoint du coup Jouer Club, le groupe Jouer Club en tant que chargée web marketing et e-commerce il y a maintenant 3 ans. Et mon objectif au quotidien, c'est tout simplement d'attirer, convertir et puis surtout de fidéliser nos clients sur jouerclub.fr. Trop bien. Je veux pas te mettre mal à l'aise, Macha. Donc, tu nous dis si tu as Dis-moi. le droit de dire des infos ou pas. Mais aujourd'hui, du coup, Bien sûr. l'e-commerce, ça représente quoi? Parce que 470 magasins, c'est assez énorme. C'est quoi la place de l'e-commerce dans le business du groupe? Alors, je ne peux pas tout dévoiler effectivement, Ouais, mais je vous donnerai des chiffres par la suite. Mais, ouais. c'est une place assez importante, effectivement, sur l'ensemble. OK. Il faut savoir aussi comme on a une vision, très magasin, Ouais. c'est important pour nous aussi de mettre le magasin au cœur de notre site. Et ça, vous pouvez le voir, justement en allant sur jouerclub.fr, puisqu'on a des clients qui sont, très proches et des forts taux de connexion justement à être sur leur magasin. Donc ça, on pourra vous le présenter par la suite Trop bien. sur les prochaines questions. Super teaser. Merci, Macha. Je t'en prie. Bon, je reviens un peu à mon intro, à mon intro et mon monologue de début là, sur ce futur sans mots-clés. Peut-être première question pour attaquer d'entrée. Vous y croyez un peu à la fin de cette barre de recherche? Est-ce que vraiment on peut se dire que demain, dans un futur très proche, les expériences conversationnelles vont complètement effacer ce qu'on connaît, ou c'est encore un petit peu de la science-fiction, tout ça? Comment vous le percevez? Moi, je peux donner mon avis si, Vas-y, je Jérémy, suis avec plaisir. Vas-y. je suis pas un grand adepte du grand remplacement technologique. C'est-à-dire qu'on Ouais, voit dans l'histoire depuis 100 ans, un nouveau média a rarement chassé l'autre ou a rarement remplacé à 100. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que ça sédimente, les couches s'empilent et cetera, et je pense que dans les usages, on risque d'avoir cet empilement. C'est-à-dire qu'on risque, nous, en tant que consommateurs, finaux, faire des choix en fonction du besoin qu'on va faire. Effectivement, des fois, l'expérience conversationnelle sera la mieux adaptée, puis des fois, la fameuse barre de recherche, effectivement, sera, la mieux adaptée. Donc je pense qu'on risque d'avoir plutôt ces schémas d'arbitrage qui vont se généraliser. Aujourd'hui, le réflexe de l'IA, il est encore, il n'est pas embryonnaire, parce qu'il commence quand même à s'implémenter, mais il est ouais. encore, minoritaire, on va dire. On voit qu'il est en progression, mais minoritaire. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, moi je fais le pari que, quand même, la barre de recherche un peu classique sera toujours quand même l'usage, sinon majoritaire, en tout cas très important, et je suis pas certain effectivement qu'il y ait une déperdition, une suppression, une disparition, peu importe comment on l'appelle, de cette partie-là. Ouais, c'est un peu comme le Mmh. social commerce n'a pas tué l'e-commerce n'a pas tué le retail physique, et que c'est un nouveau canal. Ce qui semble assez impressionnant, je ne sais pas si tu as des chiffres, Jérémy, ou même peut-être toi, Guilhem, c'est que ça a l'air de progresser quand même très très vite. C'est peut-être ça la vraie spécificité du sujet, c'est que
les habitudes des consommateurs ont l'air de changer à une vitesse assez impressionnante. Enfin, on avait été surpris, parallèle, on avait été surpris par la vitesse à laquelle TikTok Shop tout d'un coup avait explosé Mmh. comme une source de revenus. Vous voyez d'un petit peu vous avez des clients où ça commence à prendre de l'ampleur, ces nouveaux usages? C'est globalement tentaculaire, hein, effectivement, si on prend les chiffres déjà juste d'utilisation des moteurs de réponse, donc Ouais, ChatGPT, Gemini et cetera, on parle d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Donc c'est ouais. quand même tentaculaire. On parle d'applications ou d'interfaces qui n'existaient pas il y a 3-4 ans. C'est la croissance la plus élevée évidemment. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est le 5e site le plus visité dans le monde. C'est Mmh. la première application. Donc on parle vraiment de volumes qui sont tentaculaires et si on regarde le volume de requêtes, on n'est pas loin d'un 5e de Google. Alors ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois et en même temps, ça va très, très vite finalement. Ouais, Donc ça bouge très, très vite et moi, je fais la boule de cristal un peu plus, forte que celle de Jérémy. Je ne pense pas que ça chamboule tout à 100 et que tout soit cassé et que le site e-commerce ne va mourir. Par contre, je pense que la barre de recherche et le moteur de réponse vont très probablement fusionner dans les 2 à 5 ans, et donc ça va apporter une expérience qui va être très différente et ça, on voit déjà des choses qui sont clés. Après, ça entraîne d'autres questions sur, finalement, le trafic que ça génère sur des sites et sur des sites e-commerce qui était un peu peut-être l'objet aussi de ta question, Yves ouais, et là, on voit des choses qui sont très variées aujourd'hui suivant les secteurs et suivant les zones et les territoires sur lesquels on s'intéresse. Globalement, on se rend compte que ça va de 0,5 à jusqu'à 4-5 du trafic, pour des sites, e-commerce. Dans des médias, ça peut être encore bien plus fort que ça ou moins fort suivant les configurations et la mmh, manière dont c'est fait. Donc voilà, en tout cas, on voit que ça bouge. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est surtout le comportement du consommateur qui change et ouais, c'est Mmh. ça l'élément qui est central, c'est que le consommateur ne fait pas des requêtes de la même manière. ouais, c'est sûr. Ouais, et d'ailleurs, Il y a si on tape un prompt dans beaucoup de barres de recherche, on obtient un magnifique 0 résultat trouvé, ouais. Tu voulais rebondir, Jérémy? Ouais, non, juste deux chiffres qui sont intéressants. Il y a 2 études qui sont parues, une qui est faite par OpenAI, une par Claude. Il faut les lire, ces études, c'est des études propriétaires qui sont assez longues, fastidieuses. Alors vous pouvez les passer dans le Gemini si vous voulez le résumer. Moi j'aime bien les lire, donc je vous invite vraiment à deep diver dessus. Et en fait, ce qu'ils montrent, ils montrent 2 choses, c'est que en fait, il y a beaucoup de requêtes qui sont faites sur ces plateformes qui n'existaient pas avant sur Google. Donc c'est là Mmh, où on n'est pas sur du remplacement. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages qui apparaissent ouais. et donc l'addition des 2 fait qu'en fait le volume de requêtes, on devient pas des consommateurs, mais des «requêteurs» entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale où il y a un nouveau terrain de jeu sur lequel on peut fabriquer des choses, construire des choses, créer des choses, et cetera. Et donc c'est là où je pense qu'effectivement les deux vont s'additionner. Et après sur le volume de requêtes, en absolu, hein, tu l'as un peu dit, Guillaume, c'est que, on voit qu'elles ont tendance à progresser. Alors Google communique sur du +10% sur sa plateforme, donc on voit qu'il n'y a pas de trou d'air a priori. Alors on fait plus ou moins confiance aux chiffres de Google évidemment. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Google a publié ses chiffres hier soir, de performance sur l'année. C'est un groupe qui fait 4 000 milliards et enfin en valorisation, et qui fait plus 17% de croissance de revenus. Donc il n'y a pas de trou d'air de Google. C'est-à-dire que Google, Ouais. ça reste un modèle qui agrège de l'audience, qui agrège des requêtes et qui arrive à vendre ses requêtes via des annonces payantes toujours. Donc Ouais, je suis pas trop inquiet pour la rentabilité de Google. Je pense qu'ils ont encore quelques belles années devant eux, en effet. Macha, toi, chez Jouet Club, est-ce que on parlait de comportement et de chiffres assez Mmh. variés, d'un acteur à l'autre, d'un secteur à l'autre, Ouais. et cetera. Tu observes un petit peu des comportements qui changent, sur jouetclub.fr? Oui, complètement. Mais justement, pour reprendre un peu ta question, pour moi, c'est pas la fin de la recherche, mais c'est Ouais, plus la fin de la recherche, entre guillemets, «pénible». OK. Pour le conversationnel, il apporte vraiment quelque chose pour nous, c'est-à-dire qu'il permet de comprendre une intention et pas qu'une suite de mots-clés. C'est comme ça aujourd'hui, qu'on fonctionne avec, des requêtes qui sont pas forcément entre guillemets «propres», de la part de nos utilisateurs qui peuvent comprendre, des fautes d'orthographe ou finalement des requêtes qui sont assez incomplètes. Et c'est là où effectivement le conversationnel pour nous, il va avoir un intérêt dans la compréhension du contexte, des Ouais, contraintes et des objectifs de nos clients. Et en tant qu'acteur, leader sur le marché, du jouet, il y a déjà un premier contexte qui est posé et je pense qu'on est beaucoup d'industries à le voir finalement. C'est qu'on commence à avoir une pression sur le prix de plus en plus importante.
On a une forte saisonnalité dans le jouet, c'est-à-dire qu'on a finalement beaucoup de choses qui se jouent sur la fin d'année, sur le dernier quarter de l'année. On sort les mêmes catalogues de Noël à peu près à quelques jours, quelques semaines près, et on propose des produits plutôt identiques. Donc finalement, il faut vraiment trouver, se différencier autrement que par l'offre aujourd'hui. Ça, c'est la réalité et on voit que nos clients, ils fonctionnent différemment. Ils ont des comportements très différents. Ils vont arriver directement sur la fiche produit, ils prennent beaucoup moins de temps, Ouais. ils vont avoir des décisions hyper rapides. Et nous, notre enjeu en tant qu'acteur sur le marché, c'est de dire, voilà, comment on peut guider au mieux nos clients, nos utilisateurs dans cette jungle de références, de propositions, puisqu'ils sont aussi sollicités, pas uniquement par nous, mais par d'autres acteurs. Et en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on a bâti une stratégie en fait en 2 temps. Le premier jalon qu'on a mis en place, c'est en octobre 2024 avec justement le déploiement de l'assistant IA d'iAdvise, où là, l'objectif premier, c'était de transformer chaque interaction en opportunité de conversion. Donc, pour nous, c'était un vrai levier de croissance très intéressant puisque finalement, c'est une proposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où effectivement, nous, on a remarqué sur la période de Noël notamment que nos clients, ils se connectent énormément au week-end, Ouais. énormément en fin de journée. Donc, pour nous, c'était vraiment la possibilité d'avoir une accroche, même à ces moments, entre guillemets, où il n'y a pas forcément des équipes dédiées derrière. Donc, ça a été un vrai levier de croissance. Et Ok. ça, on l'a vu très rapidement avec la mise en place des 3 premiers mois avec iAdvise. Et juste je termine sur ce point-là, il y a aussi une deuxième étape qu'on a mise en place juste après justement l'assistance, c'est tout ce qui est Conversation Starter qu'on a mis en place. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une expérience qui était proactive auprès de nos clients. Ok. Donc d'aller le chercher avec des questions dans les fiches produits, dans les pages listes, pour faire lever finalement toutes les frictions que nos clients pouvaient rencontrer. Et ça a changé beaucoup de choses pour Jouer Club parce qu'on a compris qu'il y avait des comportements différents de nos clients et que du coup, on devait agir différemment. On ne se positionne pas comme un catalogue en ligne, mais vraiment comme un conseiller digital, Ouais, tu finalement. as de l'engagement comme tu l'as dans un magasin physique quand tu as besoin C'est de ça, conseils, quoi. Ok, exactement. super. Tu me parlais d'un point aussi en off la dernière fois qu'on échangeait que je trouvais hyper Ouais. intéressant, c'est les impacts un peu indirects. Tu me parlais du taux de retour produit. Tu me disais, quelqu'un qui fait une mauvaise recherche, c'est une Mhm. grande chance qu'en fait, il me retourne mon produit et que ça m'ait coûté plus d'argent qu'autre chose. C'est intéressant. Je trouvais ça hyper intéressant aussi. On voit Ouais. que il y a au-delà de la vente immédiate, il y a aussi des choses Mm. indirectes assez intéressantes. Ouais. Oui, et finalement, en fait, je pense qu'il y a vraiment 4 points clés qui ont changé pour nous avec la mise en place justement de ce module-là. C'est ce que je te disais, c'est effectivement le côté de remettre l'humain au cœur de l'expérience client. Ouais. Donc, c'était ça aussi notre levier de différenciation en étant un conseiller digital en ligne 24 heures sur 24 avec un tone of voice spécifique à Jouer Club. Donc, ça, c'est important. Nous, on l'a tout de suite vu parce que ça a permis une meilleure conversion puisqu'on finalement, comme on comprend mieux le besoin du client, avec des questions en entonnoir, on peut être beaucoup plus pertinent en termes de réponses. On se rapproche, de l'expérience qu'on peut retrouver en magasin et surtout, ça nous permet de mettre en valeur des produits, qui étaient pas qui étaient peut-être moins visibles que d'autres, mais qui sont plus pertinents par rapport à la requête de nos clients. Et ça, on le remarque tout de suite. Je peux vous partager quelques chiffres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ces quelques Ouais, chiffres-là. ouais, ouais, carrément. Mais je vais vous donner les chiffres sur l'année 2025. Je pense que c'est important. Mais par exemple, en taux de conversion, on a fait un x4 pour les visiteurs qui sont assistés, ce qui prouve qu'en fait que l'IA peut délivrer un accompagnement qui est vraiment de qualité et à grande échelle. Donc ça, c'est un point important. On a un panier moyen qui est à plus 60% pour les visiteurs assistés. Et tout ça avec une mise en place avec 95% d'automatisation. Je le précise parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on n'avait pas forcément la capacité d'avoir une équipe entière dédiée
Mmh. à ça et c'est vraiment un levier de différenciation pour nous et d'accélération, puisqu'on voit effectivement qu'il y a, vraiment une qualité de réponse, auprès de nos utilisateurs et nous, on se concentre vraiment sur le dernier trimestre de l'année, qui est assez important, mais on fait aussi des très bons chiffres puisqu'entre 2024 et 2025, on a noté qu'on avait, 5 fois plus de conversations. Donc ça montre OK. aussi que nos clients, ils ont D'appétence. compris. Mmh. Voilà, ils ont adopté le nouvel outil, ils l'ont compris et on a de plus fortes transactions, sur iAdvice. Trop bien. Bah, ça, on parlait un peu là de 2 dimensions. Il y a ce qui se passe sur le site et puis ce qui se passe sur les LLM généralistes. Si on reste un petit peu sur le site, Mmh. toi, Guilhem, comment vous accompagnez un peu les clients sur cette thématique-là, de l'évolution de leur site web? Tu as des premiers projets, des premières réflexions? Là, je rebondis sur la question de Tony et j'en profite, hein. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur, bah, c'est super, mais enfin bon, moi j'ai encore peur des hallucinations, des risques que l'IA, n'arrive pas à gérer des sujets complexes comme la compatibilité produit et cetera. Voilà, vous avez tu as des projets, chez Converteo sur ces thématiques-là? Bien sûr, on a des projets qui sont déployés et qui fonctionnent maintenant depuis, de nombreuses années, hein. D'ailleurs, Ouais, des projets utilisant l'IA générative, dans des moteurs, intégrés directement sur des sites e-commerce, on en a depuis plus de 2 ans maintenant. OK. Donc on commence à avoir pas mal de retours, et c'est d'ailleurs très riche ce que tu disais Macha, justement sur, l'analyse, Mmh. l'interprétation, comprendre ce que fait le consommateur là-dedans. On récupère énormément de signaux faibles que l'on n'avait Mmh. pas dans un moteur de recherche où finalement on a tendance à taper 3, 4, 5, 6, 8 mots-clés. Là, pour le Ouais, coup, c'est on ça. donne du contexte et ce contexte-là, il a une valeur qui est extrêmement riche pour le distributeur en tant que tel ou pour la marque, pour mieux Mmh. comprendre les besoins du consommateur et s'adapter à lui. Hem, nous, globalement, on aide à repenser les parcours, on aide à développer des solutions, on aide à les intégrer, avec, des photos qui peuvent être plus ou moins complexes suivant l'approche que l'on prend. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est en train de vivre une révolution du e-commerce et ces questions-là, effectivement, d'hallucination, de comment est-ce qu'on garantit avoir une bonne réponse, c'est des éléments qui sont clés et bien souvent, on a tendance à oublier que derrière, on parle en fait d'un système agentique. Un système agentique, c'est ni plus ni moins que plusieurs agents qui communiquent, qui prennent des décisions ensemble et qui peuvent avancer. Et notamment quand on fait une requête, sur un chat, imaginons, il peut y avoir énormément d'agents qui viennent, Mmh. en surcouche avant d'avoir la réponse. Et c'est ça ce qu'on Mmh. voit un peu notamment pendant le temps de chargement d'une question, avant d'avoir la réponse. Et donc notamment lorsqu'on fait, nous, lorsque l'on développe des agents, se pose évidemment de la base de données de référence sur lequel on va se poser. Si Ouais. c'est du care, évidemment, tous les enjeux de comment fonctionne le care dans la marque. Si c'est, du e-commerce pur, bah, comment fonctionnent les produits, comment est-ce qu'on récupère l'information et la source, comment est-ce qu'elles sont mises à jour. Tous ces éléments là sont clés. Mais après, on va scorer finalement la question et sa pertinence et son interprétation. On va, avoir un premier niveau de réponse, on va scorer ce niveau de réponse. On va, avoir du coup un niveau de qualité qui peut être, mis en avant pour se dire: «Est-ce que, a priori, le niveau de la réponse au premier niveau est de bonne qualité? Oui, non». Donc finalement, on met ce qu'on appelle des IA juges Mmh. qui viennent valider avant même de soumettre la réponse. Et c'est tout ce qui se passe finalement dans ces temps de latence qu'il y a entre la question, l'interprétation et du coup, l'affichage de la réponse qui peut prendre, du coup plusieurs formes, hein, du contenu textuel comme directement afficher, 2, 3, 4, 5 produits. Voilà, effectivement, quand on est sur une période, proche de Noël et des fêtes et qu'on souhaite faire des cadeaux à des individus, beh, on donne du contexte. On donne du contexte de la personne à qui on souhaite faire un cadeau, on donne du contexte sur jusqu'à quel budget on est prêt à aller. Si c'est pour un seul cadeau avec un budget ou si c'est potentiellement on peut avoir une composition complète et cetera Mmh. et cetera. Et donc sur cette base-là, en fait, les IA vont pouvoir analyser ce qui se passe dans le flux produit, comprendre le flux produit, le catégoriser, et il va y avoir différents niveaux de vérification avant d'afficher le fait que potentiellement pour une personne, on peut fournir 2, 3, 4, 5 réponses ou on n'a pas de réponse ou alors il faut passer sur une recherche un peu plus manuelle. Voilà, il y a OK. plein de façons de répondre pour éviter l'hallucination et faire en sorte d'avoir une réponse de qualité finalement pour, pour le consommateur. C'est ça ce qu'on cherche à faire. Mmh.
voit que les résultats sont effectivement assez importants. Tu partageais quelques chiffres. Il y a des chiffres qui ont été publiés par Amazon qui sont assez riches d'enseignements aussi, avec son assistant qui s'appelle Rufus, donc qui est son chat intégré directement dans le parcours, que l'on retrouve aussi bien dans l'application que sur le site e-commerce. Aujourd'hui, ils ont démontré que là, sur la fin d'année, le taux de conversion était de plus 3,5% lorsque l'utilisateur utilisait Rufus, ce qui est assez important en réalité. Ils ont démontré aussi que, certes, il y a moins de pages vues, par contre, il y a beaucoup plus de mise au panier, il y a beaucoup plus d'achats directement du produit à la fin. Donc, on Ok. voit que finalement, en récupérant ce contexte, comprendre vraiment le besoin du consommateur, ça permet d'affiner l'approche et la réponse, et donc derrière, d'avoir une mise au panier beaucoup plus rapide. Oui. Super. Il y a une question d'Olivier dans le chat que je trouve intéressante. Il demande si il y a commence à avoir des exemples e-commerce de search conversationnel, c'est-à-dire d'arriver à avoir cette démarche-là hors d'un format chat. Bon, c'est des choses qu'on expérimente chez iAdvice, mais je ne sais pas aussi si vous avez d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit de barres de recherche un peu 2.0 aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, beaucoup de barres de recherche intègrent maintenant de l'IA et de l'IA générative, ne serait-ce que pour catégoriser les produits, les réponses et apporter un premier niveau qui va un peu plus loin. Et donc là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont mis des nouvelles générations de moteurs de recherche, à commencer par les propositions de Google, par exemple, Ouais. et qui permettent d'avoir déjà un premier niveau d'intégration d'IA générative pour avoir une réponse plus pertinente et un taux de matching entre la question et la réponse plus forte. Maintenant, de là à enlever complètement la barre de recherche pour y mettre un moteur, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y a quelques tests qui se font à droite à gauche, mais globalement, on voit quand même encore pour l'instant avoir ces deux niveaux-là qui restent très présents avec des attentes qui ne sont pas les mêmes. C'est très Complémentaire. variable aussi suivant la profondeur du catalogue et ce que l'on propose. Ce n'est pas la même chose si on est une marque versus si on est un distributeur et donc un sélectionneur de fournisseurs et de produits. Et donc, les attentes et la profondeur du catalogue vont jouer beaucoup dans la manière d'intégrer les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit des intégrations qui sont plus ou moins profondes. Je pense à des sites comme Zalendo, qui a une intégration où ça prend une barre qui prend toute la largeur de la page et qui finalement coupe la page et l'interface un peu en deux. Ce qui est du coup une intégration qui est assez profonde que l'on peut suivre, quand d'autres vont être uniquement en overlay, donc une petite surcouche qui va apparaître sur l'appui sur un bouton et parfois qui n'apparaît, je pense à un Cdiscount, où ça n'apparaît que sur les fiches produits, pas sur Ouais. les fiches catégories ou pas sur la home Mm. page. Donc voilà, donc il y a des intégrations qui sont plus ou moins profondes et qui, du coup, entraînent des vraies questions. Nous, on croit beaucoup à des intégrations beaucoup plus profondes, de même qu'on croit beaucoup aussi à des agents qui sont capables de ne pas répondre uniquement à une problématique d'e-commerce pur, ou en tout cas de la réflexion de l'acte d'achat. Quand on rentre dans une boutique, on va vers un vendeur pour lui dire: j'ai un produit qui ne me va pas, j'ai un produit qui est défectueux, je cherche telle référence, je cherche telle catégorie de produit où la trouver. Finalement, le consommateur, face à un site e-commerce, il va avoir la même envie globalement. Et donc, on voit que la nouvelle génération d'agents conversationnels intégrés sur les sites e-commerce tend à pouvoir aider aussi bien sur la phase de réflexion que sur la phase de support. Et tout ça dans une seule interface, ce qui du coup nécessite une intégration assez profonde. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Guillaume, pour compléter, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et pour répondre aussi à la question d'Olivier. Là, je vous montre rapidement sur un site comme Zalendo. En effet, aujourd'hui, on a une expérience qui peut même carrément prendre l'intégralité de l'écran. C'est des choses aussi qu'on fait chez iAdvice. On a sur certains de nos clients, vous voyez, on le fait avec Leroy Merlin en Afrique du Sud, cette petite barre en bas qui vient compléter l'expérience de recherche, mais qui là invite carrément à poser sa question en langage naturel. Et puis, je vous le partage parce qu'on en discutait juste avant de se connecter sur ce call. Le nouveau site de Brunello Cucinelli qui tente une expérience où là, vous n'avez plus de barre de recherche, vous n'avez plus qu'une expérience de prompting qui prend le relais et qui va, disons que je veux une veste marron, va aller vous proposer une expérience très imagée. On se disait avant le call qu'on n'est peut-être pas encore sur ce que sera le site e-commerce de demain, mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir des expériences qui se veulent hyper enrichies, hyper intuitives avec de l'image pour m'imager ma demande et puis ensuite des recherches un peu plus classiques, mais qui sont où la clé d'entrée n'est plus une recherche de mots-clés, mais une expérience de prompting.
On a beaucoup, là, on a évoqué la partie, je dirais, sur le site web. Jérémy, du côté, on entend aussi beaucoup parler de ce qui se passe sur les LLM généralistes et ce travail aussi d'apparaître dans les recherches qu'on pourrait faire sur ChatGPT, Claude, Gemini, bref, celui que vous voulez. Concrètement, en fait, ça change quoi aussi sur les stratégies e-commerce? Est-ce qu'on doit un peu mettre à la poubelle tout ce qui a été fait sur les 15-20 dernières années à optimiser les mots-clés, ou finalement, c'est toujours un peu la même recette, c'est juste l'emballage qui change? C'est une bonne question. Je me permets de répondre au point précédent, puis je vais Ouais, aborder la question. vas-y, 3 n'hésite points, pas. tu avais sur la partie biais, tu as parlé de la partie biais, tu as aussi mentionné est-ce que finalement les agents, ou en tout cas les LLM vont réussir à adresser des problématiques complexes? Bon, la vérité, c'est que nous, on a ces mêmes biais, les humains, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des biais Mmh. des IA, mais moi, je suis pétri de biais, et je pense qu'on est à peu près tous. Et pareil, je vous mets au défi de faire une recherche approfondie ou complexe sur n'importe quel site e-commerce. On verra qu'on sera pas je pense qu'on ne sera pas aussi efficace finalement qu'un moteur IA. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être effectivement être comment, j'allais dire un poil modeste, en tout cas pragmatique par rapport à ça. Le deuxième point que je voulais rajouter, c'est que la désintermédiation, c'est-à-dire aujourd'hui, on consomme déjà de la production via des robots, via des bots, quoi. C'est-à-dire que c'est pas Mmh. nouveau dans le web. Mmh. Une SERP de Google, hein, c'est simplement un arbitrage qui a été fait par le robot Google. Les métadescriptions que l'on voit s'afficher, et même une partie des titles que vous voyez affichés sur une page de recherche, c'est Google qui les a réécrits en partie. OK. Et aujourd'hui, vous le savez, plus d'un visiteur sur deux sur le site, n'importe quel site, c'est un robot. Et vos meilleurs lecteurs, les meilleurs lecteurs, hein, les seuls qui lisent de façon continue et à 100% vos pages, c'est les robots. C'est-à-dire que nous, les humains, on est des très mauvais lecteurs, on est très fainéants, moi le premier. Donc voilà, voilà, je voulais juste partager ça. Pour répondre à ta question, effectivement, le géo, heu c'est un super terrain de jeu. Je l'ai dit, off record, hein, mais moi je pense qu'on a vraiment une chance, de vivre une rupture technologique de cette ampleur, hein. Ça, dans l'histoire, c'est quand même, assez rare. Je pense qu'il y a l'électricité, internet et puis peut-être l'IA, voilà. Ouais. Donc on a la chance de vivre ça, et puis on a la chance de faire un métier qui est concerné à la fois dans, la modification de ses pratiques ou de ses protocoles de production, mais également finalement dans, le fait d'avoir un nouveau terrain de communication sur lequel les marques peuvent s'épanouir. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un marché qui laisse la place à des nouveaux entrants. Là où sur Google, si vous prenez des catégories très concurrentielles, Ouais. c'est difficile d'aller chatouiller le top 3 ou de le changer. Mmh. Mmh. Et sur l'assurance, le top 3, Très c'est toujours les établi, ouais. mêmes, voilà, c'est très établi. C'est pas ce qu'on constate sur les moteurs IA. Sur les moteurs IA, on voit qu'effectivement, il y a une volatilité qui est, massive. Il y OK. a Ça laisse la place effectivement à des acteurs qui vont se nicher, des acteurs qui sont innovants, et cetera. Et le vrai côté positif, c'est que ça redonne aussi de la valeur, au marketing. Ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié. Mmh Moi, mh. je fais du search depuis X années, et les marques font voilà, on avait une approche du SIA, du SEO qui était, heu, très orientée hack, on va dire, où, Ouais. effectivement, il y avait tout un corpus de pratiques qui faisait que, on pouvait être numéro un, sans que ça retranscrive finalement une valeur, intrinsèque. Être numéro un sur Google, ça veut juste dire que je suis le meilleur en SEO, quoi, ou que Ouais. l'agence avec laquelle je travaille est la meilleure, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Là, je trouve avec, ChatGPT et consorts, et même un peu avec l'IA de Google, les marques qui sont poussées, nous on a publié par exemple des baromètres géo sur, une dizaine d'industries, et on voit que les marques qui sont leaders sur les 40 000 prompts qu'on a audités, ce sont des marques qui, toutes, grosso modo, ont une autorité de marque importante. C'est-à-dire quoi une autorité de marque? C'est-à-dire que, et ben, elles ont un branding qui est établi, elles sont reprises par des sources tierces de confiance, et cetera. Elles sont visibles, elles font du RP, Mmh. elles ont des avis utilisateurs, qui sont, massives, et cetera. Elles ont une gestion de leur réputation qui est importante, et donc Ouais. ça, je trouve que c'est plutôt très vertueux pour les marques. C'est-à-dire que, ça va obliger effectivement le search et le marketing à se rapprocher et à travailler. Après, la question que tu poses, je pense en filigrane, c'est de dire, bah, est-ce que c'est intéressant pour les marques de commencer à investir sur ce nouveau canal? Mmh. Est-ce que moi si demain je suis CMO, est-ce que toi tu l'es Yves, est-ce que c'est intéressant, voilà, d'investir, à la fois du temps et de l'argent, Ouais. sur ce canal-là? La vérité, c'est que, aujourd'hui 80 des actions SEO vont avoir une «résonance positive» entre guillemets sur la partie géo, et il y a peut-être effectivement à la marge, il y a des choses qu'il va falloir s'adapter. Plusieurs points, il faut surtout pas avoir 2 roadmaps différentes.
C'est-à-dire que ça, c'est le meilleur moyen pour créer du défocus et faire en sorte que l'équipe gère l'un et pas l'autre. Mmh. Nous, la grosse recours qu'on a, c'est grosso modo dans votre roadmap SEO classique, on va intégrer des éléments effectivement géo. On va faire évoluer des templates, on va intégrer des typologies de contenu qui vont mieux fonctionner sur la partie géo que sur la partie SEO. On va intégrer de l'optimisation technique, on va faire des RP, etc. Enfin, voilà, tout un, voilà, il y a des dizaines et des dizaines d'actions qui vont avoir un effet assez positif sur les géos. Le deuxième point, c'est la partie shopping. C'était ta question. Est-ce qu'il faut tout changer dans la partie shopping? Bah non, mais avec le géo, le flux shopping est tout aussi important que sur la partie SEO et d'autant plus à l'heure du commerce agentique. Alors, je ne sais pas si on y est tout à fait encore, je pense que. Et d'ailleurs, le patron de Google l'a dit hier. Il a dit 2026, ça va être l'année du commerce agentique et Google, on est mobilisé sur cet objectif numéro un. Donc, je pense qu'effectivement, l'optimisation de son flux shopping, le contrôle de son flux shopping, etc., qui était très important, primordial sur Google pour être référencé dans les free listings, dans la partie shopping ads, etc., performance max, ce qu'on veut, bah, il va être tout aussi important sur la partie géo, pour une raison simple, c'est que ChatGPT, on le sait, va scraper la donnée de Google Shopping en fait. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu Et l'étude qui est sortie là, c'est voilà, c'est ça. leur C'est-à-dire source en fait, ouais. c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'appuie vraiment sur Google. Donc, la meilleure façon pour remonter sur ChatGPT et consorts, c'est effectivement de s'assurer une bonne visibilité sur Google, même si c'est pas un facteur garantissant d'être numéro un, entre Mmh. guillemets. Mais en tout cas, c'est une façon d'augmenter sa chance. Donc, il faut investir ce canal-là. Totalement. Ouais, super. Il y a Faut bien rappeler là-dessus que ChatGPT n'a pas d'index en fait. Ils ont 20 ans de retard par rapport à Google et donc il y a un vrai mmh. sujet effectivement là-dessus où ils sont en train de se construire aussi en même temps finalement que l'utilisateur les consomme. Ouais, Vincent pose la question dans le chat, est-ce que les règles d'optimisation du flux shopping pour les ads Google classiques, c'est vraiment très différent de ce qui est de l'optimisation pour le Il y a GEO? Il y a À la beaucoup marge, de quoi. À à la la marge. marge. En fait, il y a À quand la même des marge. éléments qui vont changer un peu dans le temps Mmh. et d'ailleurs, il y a pas mal de documentation de la part d'OpenAI là-dessus. C'est que finalement, aujourd'hui, dans un flux produit, on a des titres, des descriptions qui sont plutôt techniques quand même globalement. Ouais. Quand on voit que finalement, les attentes vont être beaucoup plus de décrire le fonctionnement d'utilisation d'un produit ou d'un service. Et donc forcément, ça entraîne des nouveaux champs, ça entraîne des nouvelles descriptions, des nouvelles façons de présenter les choses qui sont un peu différentes pour pouvoir s'adapter à ces requêtes qui sont quand même Mmh. très différentes, hein. On passe de Ouais. requêtes, on peut parler de quelques mots-clés, à des dizaines de mots, à des phrases qui Mmh. sont données et donc ça change quand même un peu la manière de pouvoir, se positionner et de répondre. Donc il y a pas mal de documentation là-dessus d'OpenAI, à ce niveau-là. Super. Et je vois qu'il nous reste 10 petites minutes. Alors, je pense que c'est le moment de poser la question en or, parce on a peut-être donné le tournis aux gens qui nous écoutent à évoquer beaucoup de pistes différentes et beaucoup de thématiques et beaucoup de changements. Donc, je vous demande un exercice forcément hyper difficile, mais par où commencer, quoi? Très concrètement, c'est quoi pour vous, la super priorité entre ces sujets de référencement, ces sujets d'expérience sur mon site et notamment d'expérience de search? Bref, par quoi on commence? Ou qu'est-ce que vous avez sur les roadmaps chez Jouet Club ou chez vos clients, Guilhem, Jérémy, qui est pour vous la priorité numéro un? Vas-y, Macha, peut-être, si tu veux. Oui, mais alors sur Jouet Club, donc il y a eu ce premier step effectivement, de l'assistant, IA et Ouais. iAdvice qui était un premier jalon, pour, effectivement nos utilisateurs et on voit déjà, qu'on a de plus en plus de monde, qui passe, par ce biais-là. Finalement, nos 2 prochains jalons, ça va être, effectivement, il me semble que c'était Olivier, qui avait, abordé le sujet dans sa question. C'est effectivement d'intégrer le conversationnel au sein de la barre de recherche et aussi et ça, c'est un point, important pour aller, encore plus loin dans la personnalisation et dans la réhumanisation de ce lien avec nos utilisateurs, c'est, de pouvoir exploiter les données clients. Par exemple, quand, mes clients ils vont, se connecter, sur leur magasin, Mmh. sachant qu'on a une part importante, qui a ce comportement-là, sur jouetclub.fr, c'est de pouvoir utiliser justement, ces informations, son historique d'achat, ses visites et cetera,
pour pouvoir justement lui proposer un tone of voice qui peut être approprié, des produits qui vont être beaucoup plus pertinents par rapport à ses recherches précédentes. Et je Ok. pense que ça, c'est aussi la deuxième étape à mettre en place. En tout cas, chez Jouet Club, c'est vers quoi on veut se diriger. Plus de personnalisation, plus de contextualisation. Ouais, Et d'exploitation de la donnée, exactement, super. client. Guilhem, de ton côté, tu voulais un point que tu voulais rajouter? Je peux rajouter, Ouais. il y a 2 éléments qu'on a bien vus, pendant cet échange. C'est que l'agentique commerce ou en tout cas l'agentique e-commerce, parce qu'il y a aussi de l'agentique commerce, dans les points de vente. Hem, L'agentique e-commerce, c'est 2 grands éléments. Il y a les éléments externes avec, l'intégration, la présence dans les moteurs de réponse, donc Gemini, ChatGPT, entre autres. Ouais. Et donc là, la grande question, c'est de comprendre les requêtes des consommateurs, de comprendre si on est cité, si on n'est pas cité, de comprendre qui, est cité lorsque l'on pose une question autour de sa marque, de comprendre un peu les grands ensembles et comment ça se construit. Il n'y a pas forcément de vérité aujourd'hui, mais ça permet de mieux découvrir les narratifs marketing sans doute de demain et de se préparer quand même à ce chamboulement de paradigme qui est finalement d'un passage de quelques mots-clés à du contexte qui est transmis par le consommateur dans sa globalité. Il y a un deuxième élément lorsqu'on parle de l'externe et donc de la présence dans ces moteurs de réponse, c'est de penser sa stratégie de canal. Aujourd'hui, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais c'est des sujets qui sont clés. Aujourd'hui, il y a des protocoles qui ont été mis en avant Ouais. par OpenAI, par Google. On parle d'UCP, d'ACP d'un côté. Il y a un vrai sujet de se dire jusqu'où on est prêt à aller, à penser sa stratégie de canal à ce niveau-là pour se préparer à ce monde de l'agentique commerce, ce monde du end-to-end finalement, ou de la découverte jusqu'à l'acte d'achat. Tout pourrait se passer dans ce lieu clos qu'est ChatGPT et Gemini. Et donc se dire jusqu'où on est prêt à aller. Est-ce qu'on est prêt à transmettre tous ces produits? Est-ce que c'est certains produits d'appel? Est-ce que on n'a pas envie d'aller jusqu'au checkout? Est-ce qu'on est prêt à payer jusqu'à où on est prêt à payer? Est-ce que c'est miroir à sa stratégie marketplace ou non? Il y a énormément de questions et de sujets à anticiper parce que ces choses-là arrivent. On l'a bien vu, hein, OpenAI a fait des annonces avec Shopify en annonçant même jusqu'à des fees de 4%. Donc ça Ouais. commence à se structurer. Est-ce que OpenAI est la future marketplace? On peut se poser la question, en tout cas, ça peut être une approche. Quand tu es côté Google, l'approche est un peu plus différente, un peu plus structurée, puisque UCP montre que clairement, c'est une intégration globale dans l'infrastructure technique des entreprises Mmh. et donc des commerçants dans la globalité. Ça, c'est lorsqu'on est à l'externe. Quand on regarde à l'interne, du coup, se pose la question de l'évolution de son site e-commerce. Et donc, dans l'évolution de son site e-commerce, on a beaucoup parlé de ce nouveau moteur de recherche, Ouais. chat, il y a plein de façons de l'évoquer, mais il y a un véritable enjeu à définir les axes stratégiques qui sont prioritaires pour l'entreprise. Est-ce que l'objectif, c'est de vendre des produits le plus vite possible et d'être le moins cher? Est-ce que l'objectif, c'est de travailler la relation client? Est-ce que l'objectif... Il y a énormément de façons de travailler finalement, une approche qui est la même à la fin, qui est de faire du e-commerce. Et donc se pose la question de si la priorité, c'est de faire du personal shopper, si c'est de travailler du self-care, si c'est de faire une vision un peu plus large encore avec potentiellement l'intégration de la voix et de repenser les call centers. Est-ce que c'est de muscler les collaborateurs? Voilà, il y a énormément de choses en fait sur ces axes-là. Et donc, c'est déjà de poser une vision stratégique de par quel bout prendre le sujet. Et derrière, dans quel bout prendre le sujet, se pose aussi la question du make ou du buy finalement indirectement. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a aussi Google et OpenAI qui proposent des solutions dans les infrastructures qu'ils proposent également. Et donc, c'est là où il y a énormément de sujets de stratégie déjà à se poser pour se dire, bah, OK, je commence par quoi pour révolutionner le parcours en fonction de qui je suis et de ce que j'ai intérêt à disrupter et à commencer à avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en mouvement parce que le monde va vite et surtout le consommateur ne va pas attendre. Et on le voit déjà dans l'utilisation des moteurs de recherche, hein, sur vos moteurs de recherche internes ou sur les moteurs de recherche de Google, entre autres, et de Microsoft, où les requêtes ont changé. Les requêtes sont plus longues. On voit qu'il y a un changement de comportement. Et donc, il faut s'adapter à ça parce que le consommateur, lui, va pas attendre forcément la transformation de chaque retailer. Les consommateurs ont toujours été plus rapides que les retailers et les marques à évoluer, ça c'est sûr. Jérémy, tu veux rajouter, c'est quoi toi ta priorité, le conseil que tu as envie de donner pour clôturer? Le conseil, c'est d'être curieux. C'est-à-dire, effectivement, nous, on accompagne un certain nombre de marques. Le premier, c'est commencer à tester, à mesurer.
Ça, c'est important. Ouais. Ça va vous donner des billes pour voir effectivement et vous donner une idée, voilà, de comment vous positionner sur ces nouveaux moteurs-là. 2, comment se positionne la concurrence. Quels sont un peu les prompts qui vont être intéressants à étudier et à adresser. 2, c'est lancer des premières actions. C'est-à-dire que moi, je trouve la difficulté, c'est de dire, bah, j'ai tout un monde devant moi qui est l'IA, ça peut être un peu perturbant et des fois, ça peut empêcher la prise de décision ou le passage à l'action. Et je pense que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut commencer petit, saucissonner le projet, dire, bah, tiens, je suis un e-commerçant, je vais essayer de travailler une catégorie en particulier ou un type de produit en particulier. Ouais. Je lance des premières actions, je mesure, je pilote et je vois si j'ai un retour sur investissement. Et le deuxième point, il ne faut surtout pas comparer finalement la performance que vous allez avoir sur les moteurs IA versus un moteur classique. Parce que Mmh. bah, sur ChatGPT qu'on sort, on sait qu'il y a presque 0 clic, etc. Donc, si vous faites une comparaison end-to-end avec le même KPI de jugement, bah, forcément, vous allez avoir une vue tronquée. Donc là, encore une fois, il faut donner sa chance, je pense, au nouvel entrant, sans toutefois désorganiser la fonction opérationnelle de votre entreprise. Si aujourd'hui, le gros du business, il vient du levier X, A ou Y, au hasard Google, mais d'autres, il faut que les forces vives continuent à travailler ce levier. Aujourd'hui, dans aucun monde, il y a un déport de Google vers ChatGPT en termes de CA, en termes d'impact, etc. Super clair. Il est 12h01. Malheureusement, j'aurais bien continué cette discussion encore des heures. C'est hyper passionnant. Donc, un énorme merci, Macha, Jérémy et Guilhem, pour cet échange et pour votre transparence aussi. Je suis ravi d'avoir débuté 2026 avec ce thème très riche et passionnant. Moi, il y a un truc que je retiens vraiment de notre échange, hein, c'est que on parlait de l'évolution de la barre de recherche, notamment du site web, etc., des évolutions des comportements d'achat. En fait, je pense sincèrement que le site web, s'il n'évolue pas, ce sera très difficile de créer de la différenciation avec ces assistants shopping un peu universels qui vont arriver et que c'est peut-être un des derniers bastions pour faire exister, voire même faire prospérer la marque à moyen terme et pas juste être un prix et un produit, mais vraiment une expérience, un conseil, comme tu le présentais, Macha. Et je rejoins totalement Jérémy sur le fait que de toute façon, dans un monde qui change très vite, il faut accepter de tester, tester et tester pour apprendre. En tout cas, c'est exactement ce qu'on développe chez iAdvice, vous l'avez compris. Voilà, on essaye de guider ce visiteur de la phase de recherche pour trouver le produit parfait jusqu'au check-out. On accompagne déjà plus de 350 retailers en Europe et aux US, notamment Jouet Club. C'est un vrai plaisir. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus concrètement sur comment exploiter votre produit catalogue, comment faire des premières expériences, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter. Nos équipes sont évidemment dispo pour vous faire une démo personnalisée. Je remercie encore Macha, Jérémy et Guilhem pour votre temps et Merci à votre toi. expertise. Merci à toi. Le replay sera dispo cet après-midi. Voilà. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Là, on est en train de vous préparer ça. Ça va arriver très prochainement. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je suis peut-être un peu trop ambitieux, on va publier une première étude conjointe qu'on a fait avec l'IFOP sur l'usage de l'IA dans les parcours d'achat et e-commerce avec iAdvice, centré sur la France, qu'on avait envie d'avoir un petit peu, qu'est-ce qui se passe en France. On a beaucoup d'études américaines. Donc voilà, on a travaillé avec IFOP là-dessus. Les résultats arrivent très vite. Et puis, je crois que c'est le cas aussi de Guilhem. Moi, je serai à l'événement One-to-One Monaco en mars. Je ne sais pas Moi si aussi. Rémi, tu y seras. Ouais, super. Et Si certains d'entre vous y sont, mais avec grand plaisir pour discuter avec vous de tout ça à Monaco, ça va arriver très vite. Donc voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à au bientôt. revoir. Merci. Au revoir.